Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Casa Foot, votre podcast balado et vidéodiffusion portant sur la Bundesliga et le football allemand en français. C'est l'heure du bilan de cette saison 2021-2022 et il s'en passe des choses même après que la saison officielle soit terminée, que les matchs de barrage qui déterminent l'identité de l'équipe qui soit restera en Bundesliga ou pas. Vous allez le savoir prochainement là, dans les minutes qui vont suivre, mais aussi les résultats en Coupe d'Allemagne, Bundesliga féminine. Bref, on passe tout ça au peigne fin aujourd'hui en compagnie de mes amis consultants et spécialistes, bien entendu, de la question en matière de football allemand, à commencer par notre spécialiste en golf et en gymnastique multisport, qui est très, très content que le printemps se soit enfin pointé le bout du nez, bien que tardivement. David Lartolari, allô Franda, comment ça va? Allô, salut messieurs, allô Mathieu, et salut messieurs. Eh bien, on a eu un coup de chaud sur l'ouest de l'Europe, il faut bien le dire. On a eu un coup de chaud, maintenant c'est un peu plus classique les températures, mais il y a un coup de chaud toujours sur la Bundesliga et le foot allemand. Vous avez vu, on va aborder des sujets, là, le barrage, les entraîneurs qui valsent, des joueurs qui s'en vont, d'autres éclos, j'en perds mon français, qui éclose, qui éclote, que voulez-vous? Et donc, non. Essaie de le dire en allemand, maintenant qu'on le sait, on va comprendre. Bon, mais il y a, il y a une actualité évidente. Je suis ravi de faire une synthèse avec vous, messieurs. Et pour ce qui est du golf, on va rester modeste, parce que quand vous reprenez après une pause, vous reculez de 6 mois, donc ça rend modeste de toute façon. Oui, mais il y a quand même un joueur qui s'appelle Modeste en Bundesliga qui s'est trouvé un club dont le mariage est parfait. On l'avait évoqué un petit peu hors d'onde d'ailleurs, mais on va peut-être en reparler aussi pendant l'émission. Et on retrouve aussi notre jeune collaborateur qui, toujours dans le milieu de l'enseignement et de l'histoire, mais de retour au Québec après son séjour en Belgique, est revenu donc à la bonne vieille poutine après les moules et frites. Anthony Tessier, allô Frenda, comment ça va? Salut Mathieu, salut David, salut à tous. Oui, là, comme tu as dit Mathieu, l'été qui se pointe enfin le bout du nez, ou en tout cas, il a peut-être pas fait aussi chaud qu'en Europe, mais il a fait quand même très chaud ici au Québec. On a eu de la belle température. Puis, comme tu l'as dit David, il y a beaucoup de mouvements en Bundesliga, que ce soit au niveau du mercato, que ce soit au niveau des derniers résultats du championnat, que ce soit au niveau de la valse des entraîneurs habituels. On va probablement en discuter plus tard dans l'émission. Mais ça bouge beaucoup dans le football allemand. Même au niveau de la sélection, il y a des beaux matchs qui s'en viennent. Donc, bref, ça va être une belle discussion aujourd'hui avec vous, messieurs. Et on va commencer tout de suite avec un élément, un sujet qui est souvent le genre de question qu'on pose lorsqu'on fait le bilan d'une fin de saison. Mais je vous la pose quand même, cette question. Quelles sont vos surprises et vos déceptions de cette saison 2021-2022 en Bundesliga? À nouveau remportée par le Bayern de Munich, soit dit en passant, donc un 10e sacre consécutif. Mais plutôt que de parler juste du Bayern, il serait intéressant de voir qui, selon les positions de classement, ont été vos surprises et vos déceptions. Mais il y a aussi les joueurs. Vous pouvez également choisir de ce côté-là, peut-être les deux très rapidement. Ça peut inclure des progressions ou quoi que ce soit. Alors moi, par exemple, ma surprise de la saison, je le dis franchement, c'est la 5e place de l'Union Berlin. À chaque fois qu'on s'attend à ce que cette équipe-là, après d'excellentes fins de saison, où ils sont souvent dans le portrait 7e, 8e place, et un Urs Fischer qui est un élément visiblement de stabilité au sein de cette formation, eh bien, ça continue encore pour l'Union Berlin, qui termine 5e et qui était dans le top 4 jusqu'à probablement les derniers instants de la fin de saison. Ça s'est joué à pas grand-chose. Rappelons que l'Union Berlin disputait la nouvelle Liga Conférence cette année, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Et grâce à cette 5e place, l'Union Berlin est dans l'Europa League. Alors, moi, je considère que c'est une surprise. Et comme déception, peut-être que ça fera l'unanimité, mais je préfère le dire quand même. Je n'ai pas le choix de nommer le Borussia Mönchengladbach. Malgré l'arrivée de Adi Hutter, qui a d'ailleurs été remercié de ses services, le Borussia Mönchengladbach n'a pu faire mieux qu'une 10e place et un différentiel de but de -7 et une défaite de plus que le nombre de victoires. Il n'y a rien qui a fonctionné auprès de cette équipe. Je pourrais même rajouter que Marcus Thuram a été ma déception comme joueur cette année. Depuis son crachat à la figure, où il avait été suspendu, il est complètement disparu du portrait des meilleurs joueurs de Bundesliga cette saison, à l'image de pas mal d'autres joueurs de la formation du Borussia Mönchengladbach. Alors voilà, donc pour ma surprise et mes déceptions. Et cette fois-ci, pour
à tout seigneur, tout honneur, je vais me tourner vers la jeunesse. Je vais demander à Anthony, en premier, de me parler de ses surprises et déceptions de la saison. Ben, premièrement, pour mes surprises, en fait, j'en ai deux. Premièrement, pour l'équipe, je vais avoir une équipe et un joueur. L'équipe qui m'a surpris le plus, peut-être que David sera d'accord avec moi, je ne sais pas si je te vole ton idée, mais c'est le FC Cologne. Honnêtement, oui, on sait que la stabilité souvent est gage de bonnes choses en Bundesliga. On l'a vu à plusieurs reprises avec certains entraîneurs qui ont eu le temps de mettre leur philosophie de jeu en place, qui ont eu le temps, à travers des mercatos, à travers plusieurs championnats, de mettre leurs pattes sur l'aspect tactique du jeu, l'aspect sportif. Mais au niveau pour ce qui est du FC Cologne, je veux dire, on a fait un travail incroyable. Puis je ne m'attendais jamais à voir ce club-là terminer en septième position, pardon. On a fait avec les moyens du bord, comme on dit. On n'a pas tout cassé sur le marché des transferts. On a fait avec ce qu'on avait par rapport à l'année passée. On est revenu avec le même noyau de joueurs sensiblement. Puis il y a plusieurs joueurs qui travaillent dans l'ombre. Ça, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Mais si on regarde des joueurs comme Salih Özcan, des joueurs comme le gardien, il y a puis ma surprise aussi, qui est le joueur, là, ma surprise joueur de l'année, c'est Anthony Modeste. Là, je veux dire, en fait, on peut plus vraiment dire que c'est une surprise parce que ce gars-là est tellement constant d'année après année, mais rendu à 34 ans, de performer à un niveau exceptionnel comme ça à chaque championnat, mettre un autre 20 buts cette année, avec le FC Cologne, qui est un club, comme je l'ai dit, on ne s'attendait pas à ce que ce club-là termine dans la haute moitié du tableau. Mais honnêtement, Anthony Modeste qui surprend, là, je veux dire, c'est un joueur qu'on croyait, lorsqu'il est parti de Cologne, mort et enterré. On ne pensait jamais le voir revenir à un niveau pareil. Puis encore là, il nous prouve qu'il a encore le niveau pour être un des meilleurs attaquants en Bundesliga, avec une saison exceptionnelle de 20 buts. Oui, FC Cologne et Anthony Modeste, c'est vraiment mes surprises de l'année. Et du côté... Puis pour ce qui est de mes déceptions, oui. pour ce qui est de mes déceptions, ben écoute, je vais pas être très original. Je vais être d'accord avec toi. Je vais m'aligner sur ton idée avec le Borussia Mönchengladbach, d'une part, parce que, bon, je pense qu'on n'a pas le choix de l'évoquer. Là, je veux dire, c'est une équipe qui a complètement passé à côté de son championnat. On a eu un Adi Hütter qui n'a pas été en mesure de mettre sa patte sur le jeu, puis de vraiment implanter sa philosophie de jeu qu'il avait avec l'Eintracht Francfort. Je pense qu'on avait... Peut-être qu'il y a certains joueurs qui ont fait la grosse tête, peut-être qu'il y a plus de gros égos dans le vestiaire à Gladbach qu'à Francfort, il y en avait. Écoute, on peut pas le savoir tant qu'on n'est pas dans l'environnement du club, mais je pense qu'il y a eu certains petits pépins au niveau, pas nécessairement au niveau tactique, c'est peut-être plus au niveau... dans l'entourage de l'équipe, peut-être qu'il y a eu certains problèmes avec la communication, parce que je peux pas concevoir qu'une équipe avec autant de talent termine si bas au classement, puis il y a tellement de misère, de difficulté à trouver de la constance. Donc, vraiment, Gladbach est une très grosse déception. Adi Hütter aussi, hein, on peut le mettre dans le même bateau. Puis sinon, bien sûr, il y a le VfL Wolfsburg qui oui, on s'attendait peut-être que le changement d'entraîneur allait être compliqué. Puis on sait que le VfL Wolfsburg nous a habitués dans les dernières années à fluctuer avec le haut et le bas du classement. Hein. On a l'habitude de les voir enchaîner une qualification de la Ligue des Champions et une bataille pour la relégation, mais quand même, je ne m'attendais pas à ce que le rebond soit aussi difficile pour le VfL Wolfsburg. Donc, ça va être de voir l'année prochaine. Là, on vient d'annoncer un nouvel entraîneur, Niko Kovac. On va voir si M. Kovac va être en mesure d'attirer les joueurs qui manquent peut-être à cet effectif pour donner un second souffle à ce club. Mais oui, Gladbach et Wolfsburg sont mes déceptions cette année. Et du côté de David, tes surprises et tes déceptions, mon cher? Ben, vous avez évoqué des points importants, messieurs. Hein. Gladbach dans le bas. Moi, j'ajouterais pour ce qui est des déceptions, des écuries qui ont des moyens, des écuries qui ont une puissance, qui doivent délivrer, comme on dit dans un très mauvais français venu de l'anglais, n'est-ce pas? Hertha Berlin. Alors, on en reparlera un peu plus tard, bien sûr, mais c'est forcément une déception de devoir disputer un barrage quand on est le Hertha Berlin avec la puissance
la surface financière d'un club comme ça. Wolfsburg, même chose, même si Wolfsburg a un petit peu diminué son emprise financière depuis quelque temps et le contexte économique difficile sur le plan global. Mais ce sont deux déceptions pour ce qui me concerne sur le plan des équipes. Euh, Après, sur le plan individuel, il y a plein de bonnes surprises. Vous avez évoqué Modeste à juste titre. C'est très bien. J'ai envie d'évoquer un joueur dans l'Union Berlin que vous encensez à juste titre aussi, messieurs, c'est Awoni. Awoni en attaque, c'est merveilleux. Voilà un joueur. Alors, il n'a pas marqué 35 buts cette saison, hein, mais c'est un joueur qui a de l'impact. C'est un joueur qui a été le fer de lance de cette équipe de l'Union Berlin. Quand vous écoutez les résumés de fin de week-end sur la télévision allemande que les Allemands aiment beaucoup regarder, on entendait souvent le nom d'Amoni parce qu'il avait réussi un but, parce qu'il avait réussi une belle action, parce qu'il incarnait un peu cette réussite, il faut bien le dire quand même, assez surprenante hein, de l'Union Berlin. Union Berlin dans le premier tiers du classement, c'est quelque chose qui fait très plaisir aux Allemands parce que les Allemands n'ont pas envie que RB Leipzig, que Wolfsburg, que le Hertha Berlin, que le Bayern toujours dominent pour des raisons différentes et ont envie que des petits poussés, entre guillemets, ça peut être Fribourg aussi, ça pourrait être Francfort, ça pourrait être quelques autres clubs, Bochum, eh bien, viennent perturber les gros. Et avec Awoni et avec l'Union Berlin, on a eu là quand même une très très bonne surprise. Je ne veux pas, moi, être classé parmi mes mauvaises surprises un entraîneur comme le jeune Eunès, Sébastien Eunès, qui a été dégagé il y a quelques jours. Vous avez suivi l'actualité. Pour moi, ça fait partie de cette valse des entraîneurs qui est excessive en Allemagne. On n'a pas laissé peut-être assez de temps à Eunès pour continuer son projet. Le voilà parti. C'est un peu pareil pour Marco Rose, mais pour des raisons différentes qu'on pourra peut-être évoquer parce que ça concerne quand même un des top clubs du championnat. Et puis ça concerne évidemment, et là vous avez raison et je suis d'accord, Adi Hütter. Là il y a une vraie déception. Adi Hütter, il était parti vers Gladbach pour faire mieux, pour faire plus, pour avoir plus d'ambition qu'à Francfort. Et on s'est aperçu en fin de saison que c'était le contraire qui s'était produit, que c'est Glasner qui avait fait un chemin un peu inverse qui avait réussi. Donc oui, il y a des surprises, des bonnes, des mauvaises. Oui, il y a des déceptions, plus ou moins fortes. Moi, je voudrais glisser une déception quand même aussi. J'attendrais, et c'est un joueur parmi les centaines de joueurs du championnat, hein, j'attendrais un Julian Brandt bien meilleur au sein de son club et pour avoir ensuite une envergure internationale. Voilà un joueur, j'en pointe un, mais bien sûr qu'on pourrait parler d'autres garçons. Julian Brandt avec le Borussia Dortmund, on en veut plus. On veut plus de réussite, plus de duels gagnés, plus de caractère décisif de la part de ce formidable joueur. Et c'est peut-être tirer une ficelle là de ma part pour parler aussi du haut du classement. Julian Brandt, on voudrait qu'il soit meilleur une année de Coupe du Monde, on voudrait qu'il soit meilleur tout court. Effectivement, et quand on parle de valse des entraîneurs, Marco Rose qui quitte le Borussia Dortmund, remplacé par Edin Terzic qui fait un retour, j'avoue que ça a de quoi surprendre. Oui. Nico Kovac qui s'en va à Wolfsburg après l'échec de son prédécesseur. Adi Hütter, où va-t-il aboutir? Peut-être à Offenheim pour remplacer Sébastien Hanas, on ne sait pas. Il y a eu le retour de Magath avec l'Hertha Berlin qui a réussi à sauver son équipe de justesse en match de barrage contre Hambourg, malgré une défaite au match aller. L'Hertha Berlin est revenu en force au match retour et un peu comme l'an dernier, bis repetita, c'est au match retour que l'équipe se maintient mais laisse reculer pour mieux sauter. Il s'en passe des choses en Bundesliga, mais on peut se demander justement si à travers cette valse des entraîneurs, ça ne cache pas un peu le fait que la pandémie ayant eu un impact économique en Allemagne comme ailleurs, on n'essaie pas au sein de certains de ces clubs-là de trouver l'entraîneur qui va créer l'osmose pour aider son équipe à passer à franchir un cap. Alors que curieusement, il y a d'autres équipes, soit qui ont fait le changement avant ou qui ont peut-être fait le changement juste, ou alors qui ont su trouver au sein de leur propre staff les éléments qui ont permis à ces équipes-là de progresser. Anthony a parlé de Cologne tantôt, mais Mayence a aussi connu une progression. Ils ont terminé 8e. Ils ont profité donc un peu de l'échec de Gladbach et aussi de Francfort au classement. Mais Francfort, ça c'est relatif. Oliver Glasner a réussi à permettre à Francfort de mettre tout sur la Ligue Europa et ils ont été la chercher si bien qu'ils seront en Ligue des Champions. On aura 5 clubs allemands en Ligue des Champions. Et l'arrivée de Tedesco RB Leipzig, ça a été tout un revirement. Et pourtant, Jesse Marsch a réussi à Leeds en Angleterre. Donc, est-ce que c'était vraiment la faute de l'entraîneur qui était le problème à Leipzig?
on ne le sait pas. Ça laisse en quelque sorte beaucoup de questions et de points d'exclamation autant que de points d'interrogation. Mais ça m'amène à mon sujet suivant. Votre joueur et entraîneur de l'année. Alors, je sais que globalement, pour ce qui est du joueur, à l'unanimité, c'est Christopher Nkunku qui a remporté le titre. Et c'est mon choix aussi. Ce joueur a connu une progression phénoménale cette année. Malgré un changement de rôle au sein du RB Leipzig, il est passé de meneur de jeu à attaquant. Et il est devenu un joueur plus polyvalent, plus complet. Et on l'a même vu en finale de la Coupe d'Allemagne. C'est lui qui marque le but égalisateur alors que Leipzig était réduit à 10 contre Fribourg. Entre parenthèses, c'était une première dans l'histoire de la Coupe d'Allemagne. Les deux clubs en finale n'avaient jamais gagné cette coupe. Et donc, on savait qu'on allait avoir un premier titré de cette compétition, la 79e édition de la Coupe d'Allemagne en passant. Et c'est Leipzig qui l'a remporté au tir au but, malgré, encore une fois, je le disais, une réduction à 10. Et c'est Nkunku, par contre, qui avait marqué ce but égalisateur après l'expulsion d'Alstenberg. Ceci étant, pour ce qui est de l'entraîneur, avec toute cette vase des entraîneurs, j'ai du mal à choisir un entraîneur efficace. Alors, autant opter pour la stabilité, je vais opter pour Urs Fischer. Je vais rester fidèle avec l'Union Berlin. Moi, j'ai choisi Urs Fischer parce que ce qu'il fait avec l'Union Berlin, avec peu de moyens et aucune star, rappelons que Max Kruse a été transféré au courant de la saison, voire de l'entre-saison. C'était un des meilleurs joueurs de l'Union Berlin et malgré tout, l'Union Berlin a connu une autre progression au classement. On passe de la Liga Conférence à l'Europa League en plus et on est à 2 doigts d'être dans le top 4. C'était entre lui ou Christian Streich avec Fribourg qui a aussi connu une belle progression, qui a profité un peu du fait que des équipes comme Wolfsburg, Francfort et Gladbach ont chuté un peu au classement. Et Fribourg aussi est à la porte de la Ligue des Champions, mais le fait d'être en Europa League, c'est une concrétisation de plusieurs années de travail pour Christian Streich avec Fribourg, qui, encore une fois, est une équipe avec peu de moyens, mais qui a une identité claire, affichée, réelle et qui plaît beaucoup pour ce club de la Forêt Noire allemande. Voilà, alors donc c'était entre Urs Fischer et Christian Streich et Nkunku, mon joueur de l'année. Cette fois, je me tourne vers David, ton choix comme joueur et entraîneur de cette saison 2021-2022. Ben, messieurs, pour l'entraîneur, je balance entre deux garçons. L'un expansif, l'autre moins. Et je vais opter pour le second. Mais je voudrais mentionner les deux. Il est évident que l'entraîneur de Cologne, avec sa casquette grise, son punch face à la caméra, son punch face au micro, son punch au bord du terrain, Stefan Baumgart, c'est fort. Et ce qu'il a fait avec Cologne, il est la bonne personne au bon endroit. On le savait, on le devinait, ça a été constaté et confirmé. Ça a été un entraîneur qui a été l'un des 2-3 meilleurs cette saison, sans aucun doute. Mais même si ça va déborder de la Bundesliga, parce que ce n'est pas là qu'ils ont réussi leur meilleur parcours, évidemment, je voudrais parler de l'entraîneur de Francfort. Oliver Glasner, pour moi, c'est celui qui a fait la meilleure saison. Pourquoi ? Parce que ça n'a été que crescendo. Alors évidemment, ils ont fini en championnat en roue libre, les joueurs de Francfort. Ils terminent au milieu du classement. Mais Oliver Glasner a pris son temps. Il a, conformément à ce qu'il a fait par le passé, eu besoin de plusieurs mois pour prendre la mesure de son groupe, pour cimenter une équipe qui, ça ne vous a pas échappé, a fini par remporter la Coupe d'Europe, la Ligue Europa. Et ça, c'est forcément un événement en Allemagne qui est lié à la Bundesliga, parce que celle-ci a besoin de résultats sur la scène européenne et parce qu'il y a l'histoire là qui a été rappelée évidemment avec ce succès. C'est tout récent et Glasner, c'est grâce à lui que ça s'est passé parce qu'il y a des joueurs qui avaient des envies d'ailleurs. Philippe Kostic par exemple à Francfort, on pourrait imaginer qu'il ait envie d'aller voir dans un club plus huppé pour n'en citer qu'un. Et Glasner pour moi c'est l'entraîneur de l'année, pas un super exercice 2021-2022 assez ordinaire, mais il y a cette espèce de truc hors catégorie. Et ça faisait un moment qu'on attendait un succès hors Bayern, bien sûr, sur la scène européenne. Donc pour moi, Glasner. Puis au niveau des joueurs, il y a pas mal de candidats. Christopher Nkunku, c'est phénoménal cette saison qu'il nous a réussi, c'est vrai. Mais je voudrais quand même rendre hommage à un garçon qui, à Dortmund, a été brillantissime, dans un poste qui n'est pas forcément un poste pour les joueurs brillantissimes, un poste de milieu défensif, relayeur, un peu milieu offensif par moment. C'est Jude Bellingham. Il y a eu 91, j'ai la statistique sous les yeux, 91 coups francs en faveur de Jude Bellingham au long de la saison. C'est un record en Bundesliga cette saison. Et ce jeune joueur, c'est un phénomène.
On a besoin de joueurs de cette envergure-là pour dépasser sa fonction, pour sublimer un club. Il n'a pas réussi à sublimer Dortmund cette saison parce qu'il y avait d'autres handicaps, bien sûr, dans le club de la Ruhr. Mais pour moi, Jude Bellingham est le grand joueur de la saison, indépendamment d'un Nkunku qui, bien sûr, je serais d'accord avec l'unanimité dont tu parlais, Mathieu, peut complètement prétendre au rang de numéro 1 cette saison. Voilà, ça se jouerait pour moi entre les deux et je vote pour Bellingham cette fois-ci. Et pour toi, mon cher Anthony? Ben, de mon côté, pour l'entraîneur, j'hésite entre deux. Tu as déjà mentionné Urs Fischer. Je pense que j'ai pas le choix de le rementionner parce que c'est phénoménal ce qu'il accomplit du côté de l'Union. Mais je pense que j'irais aussi avec Stefan Baumgart, honnêtement. L'aplomb qu'il a sur les lignes de côté, l'aspect motivateur qu'il est capable d'apporter, c'est un entraîneur qui, comme tu l'as dit, David, est au bon club dans un bon moment. C'est être au bon endroit au bon moment, c'est la définition même de Stefan Baumgart, honnêtement, parce que c'est, comme on en a parlé un peu avant d'entrer en ondes, moi et Mathieu, c'est un club qui n'a pas nécessairement des moyens financiers immenses. C'est un club qui se fie sur des joueurs à l'interne plus souvent qu'autrement, des jeunes de l'académie qui essaie de faire des bonnes affaires sur le marché des transferts, aller signer des joueurs, des agents libres, des joueurs sans contrat. On essaie un peu de ramasser tout ce beau monde-là puis de faire quelque chose de beau, faire un jeu, un beau jeu avec ça, quelque chose qui est intéressant tactiquement. Puis ça a fonctionné. Je veux dire, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que le FC Cologne termine où il a terminé cette saison. Je m'attendais à quelque chose de 12, 13e place, 14e place. Là. Essayer d'éviter la relégation poliment, mais sans trop sans déranger les grosses têtes du championnat. Puis finalement, on se qualifie pour la Ligue Europa. Donc, c'est quand même pour la Ligue, la Conference League, je veux dire. Donc, je pense qu'inévitablement, il faut souligner le travail de ces deux entraîneurs-là parce que, d'une part, l'Union Berlin qui passe près de se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est une progression constante depuis 3 ans, ce club-là. On a évité la relégation de brillante façon lors de la première saison après la promotion. Ensuite, on se qualifie pour la Conference League, puis ensuite, on se qualifie pour la Ligue Europa. Donc, on voit vraiment qu'on gravit les échelons tranquillement sans dépenser outre mesure, en gardant la même recette tactique, en gardant la même philosophie de jeu, puis la même philosophie sportive aussi, en restant aussi fidèle à son entraîneur, parce qu'on voit que dans les deux cas, c'est des entraîneurs quand même qui sont là depuis quelques années. Donc, forcément, ça paye la stabilité à un moment ou à un autre lorsqu'on trouve la bonne recette. Donc, je pense que du côté de M. Fischer puis de M. Baumgart, ce serait mes deux candidats pour les entraîneurs de l'année. Pour ce qui est du joueur, je ne serai encore pas original. Je pense que Christopher Nkunku, on n'a comme pas le choix de le mentionner encore. Mais si j'avais une petite sélection surprise, je pense que Marvin Schwäbe, le gardien de Cologne, qui a eu une saison incroyable, je pense qu'il pourrait être candidat à une... peut-être pas au joueur de l'année, parce que c'est difficile pour un gardien d'être nommé joueur de l'année, surtout quand on est un gardien d'un club qui flirte avec le ventre mou année après année. C'est pas nécessairement un poste qui est sous les projecteurs. Donc, quand on pense à un gardien qui pourrait être nommé joueur de l'année, souvent, ça s'arrête, la discussion s'arrête à Manuel Neuer. Mais je pense que cette année, si ce n'eût pas été de M. Schwäbe, je pense que ça aurait été compliqué pour l'FC Cologne. Il a arrêté plusieurs pénaltys, il a eu une saison incroyable. Donc, vraiment, il pourrait être mon candidat surprise à ce titre. Et on passe maintenant à la catégorie de joueurs sous-estimés, quoique dans vos réponses, j'ai senti que vous aviez déjà précédemment orienté un peu déjà votre choix, ce qui est magnifique. Personnellement, moi, mon choix, c'est un joueur de Fribourg qui s'appelle Lucas Haller, parce que j'aime beaucoup les joueurs qui participent au duel et dont l'importance dans les phases de jeu est parfois un peu sous-estimée. Et Lucas Haller, il est deuxième dans la Bundesliga en termes de duels gagnés, mais sur le terrain, en plus de ça, son apport, notamment avec la saison qu'a connue Fribourg, a été, selon moi, assez symbolique, même si je dois féliciter tout le collectif et le travail de Christian Streich sur la progression de Fribourg. Je pense que Lucas Haller, si on devait n'en nommer qu'un qui est représentatif, là, avec, bien entendu, avec Gunther, le capitaine, je pense que Lucas Haller, c'est un des joueurs le plus sous-estimés dans cette Bundesliga.
D'abord parce qu'il n'a pas l'envergure d'une star, bien sûr, mais son apport dans le jeu, selon moi, reste tellement important et ça en fait pratiquement un titulaire indiscutable à Fribourg, mais il a cet engagement dans le jeu qui ne lâche jamais rien, qui, pour moi, pèse et explique en grande partie l'excellente saison de Fribourg en 2021-2022. David, de ton côté, quel est ton choix comme étant le joueur le plus sous-estimé cette saison? Alors, j'en ai 3 et on va en garder un, bien sûr. Pour faire la transition avec toi, côté Fribourg, on en trouve évidemment et on peut citer Mark Flecken, le gardien, Ah oui. qui s'est imposé et qui est devenu un candidat très, très sérieux à tout ce que vous voulez, hein. Mark Flecken, 28 ans, je crois que c'est le gardien qui a fait le plus d'arrêts en pourcentage, il me semble, cette saison, 74%. C'est peut-être pas une statistique très, très fiable, mais ça donne une idée un peu quand même du bonhomme. Mais moi, ça se jouerait entre 2 joueurs, Anton Stach, qui est devenu international avec Mayence, qui venait de la 2e division, qui s'est imposé à la fois comme numéro 6, comme numéro 8, mais même aussi sur les ailes quand c'était nécessaire. Et Anton Stach, c'est un peu un symbole de la réussite de Mayence. Mais allez, je vais retenir quelqu'un d'encore plus original peut-être par rapport au classement de son équipe. C'est l'anglais de Augsbourg, Rhys Oxford, un joueur impérial dans le duel, un joueur qui a permis à Augsbourg de ne pas trembler en toute fin de saison. Et il est tout jeune encore. C'est un excellent joueur de tête, c'est un excellent joueur sur les coups de pied arrêtés. Il a en plus une qualité de passe, 87%, j'ai le chiffre là, de réussite dans les passes. Alors pour un défenseur, c'est pas forcément extraordinaire, mais c'est quand même très bien. Et puis surtout, il gagne ses duels très très régulièrement, 2 duels sur 3. Rhys Oxford, voilà un joueur sous-estimé qui a permis le maintien d'Augsbourg sans trop trembler, je crois. Intéressant, ça me fait penser pratiquement au fait qu'une équipe comme Bochum, qu'on croyait qu'elle allait probablement être reléguée, peut-être un élément qui a fait que Bochum, non seulement s'est classé 13e, mais a largement quand même resté de façon confortable au-dessus de la ligne rouge. Ça s'explique entre autres par le fait que c'est une équipe dans le duel aérien qui était très forte. Ils ont 2 joueurs en tête des duels aériens en Bundesliga cette saison, en Sébastien Polter et Anthony Lozilla. Ça en dit long sur le jeu physique qu'avait cette équipe et qui a été une marque de leur identité, qu'on pourrait qualifier aussi de sous-estimé. Maintenant, on va entendre Anthony. Quel est ton choix du joueur le plus sous-estimé de la saison? Moi, j'ai 3 choix, mais je vais essayer d'en choisir un. Toi aussi, tu as 3 choix, c'est bien. D'une part, j'ai Jonathan Burkhardt, un joueur dont on ne parle pas assez, à mon sens, qui est jeune, qui vient d'avoir 20 ans ou 21 ans. A été sélectionné d'ailleurs avec l'équipe Espoir d'Allemagne. A quand même fait 11 buts, délivré 3 ou 4 passes décisives en Bundesliga cette année. Avec Mayence, a été le meneur de jeu incontestable de cette équipe-là. C'est un joueur qui monte en puissance dans les 2 dernières années, a été capable aussi de marquer contre les gros clubs, a marqué contre le Bayern en fin de saison. Avait déjà aussi d'ailleurs marqué contre le Bayern, si je ne m'abuse, lors du match qui avait été joué à l'Allianz Arena où Mayence avait failli renverser le Bayern, on menait 2-0 en première demi, quelque chose comme ça. Donc c'est un joueur qui est très talentueux, possède une excellente frappe, assez rapide, me fait un peu penser à un certain mélange de Julian Brandt et Marco Reus. Faut rester prudent par contre, hein. Je veux pas dire que c'est un joueur qui va atteindre des sommets comme Marco Reus, mais c'est un joueur qui a extrêmement de potentiel, puis dont on ne parle pas beaucoup quand même. Je trouve que c'est un joueur qui mérite d'être plus sous les projecteurs que ça, mérite d'être cité un peu partout dans des plus grands clubs que Mayence. Donc oui, Jonathan Burkhardt. J'avais aussi David Raum, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que ce joueur-là est sous-estimé, rendu là, quand on est rendu à être sélectionné en équipe d'Allemagne, quand on est dans le top 3 des meilleurs délivreurs de passes décisives. Bon, est-ce qu'on peut parler d'un joueur sous-estimé? Je ne sais pas, mais on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un joueur qui évolue à Hoffenheim dans un club qui est en milieu de classement, bon, qui n'est pas nécessairement un club sous les projecteurs, encore une fois. Mais David Raum a fait un travail exceptionnel. C'est une progression constante dans son cas. Puis, je pense que c'est un joueur, encore une fois, un peu comme Jonathan Burkhardt, qui a extrêmement de potentiel, qui pourrait faire de grandes choses dans les années à venir. Mais, à mon sens, le joueur le plus sous-estimé, puis il s'est mérité une très belle promotion, c'est Salius Chan. Selon moi, c'est un joueur qui évolue dans l'ombre, qui a
géré le milieu de terrain du FC Cologne tout au long du championnat, qui me rappelle dans une certaine mesure un mélange entre un James Milner et un Ilkay Gundogan, quelqu'un qui est capable de jouer physique, mais à la fois technique, est capable de délivrer des passes décisives, a une bonne frappe, un très bon sens tactique, capable de dicter l'allure d'un match. Donc vraiment, Salih Özcan, pour moi, un joueur dont on ne parle pas assez, mais il s'est mérité un beau petit chèque au Borussia Dortmund. Donc, je pense que c'est l'équipe, je pense qu'il était rendu à passer une étape dans sa carrière. Puis je pense que le Borussia Dortmund peut lui permettre vraiment, de la façon dont il joue, puis surtout avec le départ d'Axel Witsel qui va laisser un grand trou au milieu de terrain. Je pense que Salih Özcan est le fit parfait pour un Borussia Dortmund. Donc, vraiment un joueur sous-estimé dont on va entendre plus parler dans les prochaines années, je suis convaincu. Il fallait bien que jeunesse se passe avec Anthony pour son choix, mais c'est tout à fait logique. On va maintenant parler un peu plus des joueurs, justement, mais des joueurs qui sont connus. On parle évidemment du haut du panier, c'est-à-dire Robert Lewandowski et Erling Braut Haaland. On sait qu'Erling Braut Haaland s'en va à Manchester City. D'ailleurs, Anthony a évoqué le nom d'Ilkay Gundogan. Il a marqué 2 buts lors du dernier match en Angleterre, ce qui a aidé Manchester City à conserver le titre de championnat en Angleterre, alors que contre Aston Villa, l'équipe dirigée par Steven Gerrard, les choses allaient mal, mais Gundogan est entré en jeu, il a marqué 2 buts, donc bravo à lui. Mais voilà, Erling Braut Haaland donc s'en va à Manchester City, et Robert Lewandowski, bien qu'il lui reste un an de contrat et que la direction du Bayern a dit que s'il reste un an de contrat, il va devoir effectivement la respecter, alors que Lewandowski a manifesté plusieurs fois ses envies de départ. Et il y a des rumeurs qu'il l'envoie un peu partout, bien sûr, c'est-à-dire au PSG, à Barcelone, même à Manchester United pratiquement, ou à d'autres clubs, peut-être même en Angleterre, à Liverpool, advenant le cas où Salah et Mané quitteraient Liverpool à la fin de la saison. Considérant que Kylian Mbappé reste au PSG, ce genre de mouvement-là va être suivi effectivement de près. Cela dit, et on peut mentionner aussi le cas de Serge Gnabry, dont les négociations ne sont pas au beau fixe en ce moment et qui a connu une saison un peu plus difficile. On parle de 2 joueurs qui ont évolué au sein de 2 des meilleures équipes de la Bundesliga, c'est-à-dire le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, et qui ont dominé aussi au niveau des buteurs. Robert Lewandowski a fracassé tous les records en Bundesliga et Haaland, n'eût été de sa blessure, aurait probablement été pas loin derrière. Mais ça annonce donc des changements pour la saison prochaine. À votre avis, surtout si on considère que Lewandowski va vraiment partir, on n'est pas sûr encore, mais Haaland est déjà parti. Qu'est-ce que ça annonce au chapitre des meilleurs buteurs de la Ligue? Est-ce que ça annonce donc un virage à ce niveau-là pour la saison prochaine? Est-ce que vous voyez d'autres joueurs connus qui vont débarquer au sein du Borussia et du Bayern pour remplacer des noms comme ça, comme Lewandowski et Haaland, et on ne les remplace pas comme ça du jour au lendemain, bien sûr, ça ne sera pas la même identité. Est-ce qu'il y a un autre club dont un buteur va ressortir du lot qui va prendre la relève? Je veux juste avoir une opinion, votre avis, votre analyse rapide à ce sujet. Toi, David, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que la prochaine saison en Bundesliga, donc, on va avoir un autre visage au niveau offensif, étant donné que ces gros noms, soit ont changé d'adresse, soit vont le faire? Difficile de savoir précisément. Il y a toujours, c'est le cas pour les entraîneurs. Là, en ce moment, il y a cette espèce de vague de brochettes d'entraîneurs qui bougent et forcément, ça impacte tout un tas de clubs. Et effectivement, les entraîneurs sont impliqués dans les décisions, parfois dans le recrutement, c'est vrai. Oui, mais surtout pour dire que quand il y en a 3 qui bougent, ça impacte tout un tas de clubs. Pour les attaquants, c'est pareil, il peut y avoir un jeu de domino dans la mesure où le Real étant frustré, le Real Madrid étant sur sa fin, le Real Madrid étant toujours avec des grands yeux d'ambition, on peut imaginer qu'il y ait une espèce d'appel d'air puissant, étant donné qu'ils ne pourront pas avoir Mbappé, étant donné qu'ils ne pourront pas avoir Erling Haaland. Il va y avoir un appel d'air puissant. Il y a sans doute déjà en ce moment un courant d'air terrible au-dessus des Alpes entre Madrid et Munich. Lewandowski vers le Real, je ne sais pas, mais en tout cas, si ça se faisait dans ce sens-là, derrière, il y a 2 options. Et l'une probable, l'autre moins, à mon avis. La première option, c'est que les Allemands, dans le championnat d'Allemagne, fassent émerger, gratifient
fasse monter en grade des joueurs qui sont sur des grades intermédiaires. Sacha Kalajic, par exemple, l'attaquant de Stuttgart, qui réussit deux beaux derniers exercices, même si le dernier a été un peu intermittent. On peut imaginer qu'il monte en grade, qu'il soit promu, qu'il aille peut-être même vers un très grand club de la Bundesliga. Voilà, donc là, on serait dans la catégorie où un attaquant jeune, prometteur, intéressant, passe à un stade où on en attend davantage, c'est-à-dire s'installer dans un grand club. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, elle est moins probable à mon avis, quoique, c'est que des joueurs venus de l'étranger viennent renforcer le championnat. Et en plus de ces deux pôles, il y a évidemment, à ne pas négliger, messieurs, la remontée de deux clubs historiques de Bundesliga de la deuxième division vers la première division, le Werder Bremen d'une part, et surtout Schalke d'autre part. Schalke, pourquoi je parle de Schalke? Parce que Terodde, la terreur des défenses, en deuxième division, mais pourquoi pas en première division aussi, même si maintenant il a passé la trentaine, Terodde, c'est quand même du très très fort. C'est le joueur qui est le seul de toute l'histoire à avoir terminé meilleur buteur de deuxième division 4 fois. Et lui, il va débarquer en première division avec Schalke. Alors, est-ce qu'on va lui proposer un contrat ailleurs? Est-ce que ça va permettre peut-être là aussi, de faire une espèce de jeu de chaise musicale et un jeu de domino? Voilà, je vous en ai cité deux, un très jeune, Kalajic, un très ancien, Terodde, qui peuvent faire bouger un peu les lignes. J'en oublie certainement aussi. Et puis, il va y avoir, je terminerai par là, le travail de qualité, on le sait en Allemagne, des scouts, des recruteurs, des observateurs, des superviseurs qui vont regarder aussi sur d'autres continents. Et j'aimerais bien, moi, à titre personnel, qu'on retrouve un Giovanni Albert, qu'on retrouve un Paolo Sergio, qu'on retrouve un Sud-Américain, par exemple, qui viennent faire sensation en Allemagne pour apporter un petit peu un vent de fraîcheur. J'aime bien que les jeunes Allemands montent en grade. J'aime bien aussi de temps en temps un peu d'exotisme et un brillant artiste qui puisse venir du Brésil, d'Argentine ou d'un autre pays. Voilà, ce sont des souhaits en même temps que de modestes esquisses que je trace avec vous. Et de ton côté, Anthony, comment tu vois le portrait de la situation par rapport à ces vents dominants là, qui traversent la Bundesliga et pas juste au niveau des entraîneurs? Ben, moi, pour revenir au début de la question, on se posait la question à qui on pourrait attribuer le Torjägerkanon dans la prochaine saison. Ça serait qui pourrait remplacer Lewandowski ou Haaland? Bon, honnêtement, je pense que pour une des premières années depuis longtemps, si Lewandowski s'en va bel et bien, je pense qu'on va assister à une lutte ouverte pour le titre de meilleur buteur du championnat l'année prochaine parce que à moins qu'une superstar débarque au Bayern, ce qui est peu probable, comme tu l'as dit, David, surtout en raison de la pandémie et de ses impacts financiers. Puis même le Bayern l'a dit lui-même, on est devenu un club vendeur, on n'est plus nécessairement un club qui va dépenser des millions et des millions sur le marché des transferts. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, David, la solution, si jamais c'est un nouveau joueur, quelqu'un qui est un peu qui va sauter un palier, comme tu as dit, si c'est un joueur comme ça qui s'attribue le titre de meilleur buteur, ça serait justement un jeune joueur comme un Kalajic ou autre. Donc, mais je pense qu'on a déjà des éléments en place dans leurs clubs respectifs, comme Patrick Schick, cette année, qui a marqué 20 buts. On va surveiller Adeyemi aussi, Anthony. Hein. On va surveiller Adeyemi, bien sûr. C'est vrai, on l'a presque oublié celui-là. Adeyemi qui arrive. Mais moi, Adeyemi, honnêtement, je veux pas avoir trop d'attentes dans son cas parce que c'est un profil un peu atypique pour un attaquant numéro 9. C'est un joueur rapide mais technique à la fois qui n'est pas nécessairement d'une immense stature comme un Erling Haaland. Je pense que c'est un joueur qui va prendre peut-être un peu plus de temps à s'adapter au style de jeu de la Bundesliga. Mais oui, éventuellement, dans les prochaines années, c'est sûr que c'est un joueur qui va être capable d'être extrêmement dangereux devant le filet. Mais je m'attends à une grosse saison l'année prochaine de Patrick Schick encore avec le Bayer Leverkusen. Je m'attends à une autre grosse saison possiblement d'Anthony Modeste. Il y avait eu certaines rumeurs aussi, si on peut parler de joueurs qui pourraient venir de l'étranger. Il y avait Sébastien Haller peut-être qui avait été cité à Dortmund aussi. Mais bon, on verra rendu là, comme on dit, mais je pense que. Puis il reste beaucoup de temps au mercato d'été. Il reste encore beaucoup de temps au club pour attirer des jeunes pépites ou des joueurs établis qui pourraient venir se hisser dans le classement des meilleurs buteurs. Mais je pense que ça va être, comme je l'ai mentionné, une des premières années où la lutte pour le meilleur buteur du championnat va être assez ouverte.
en voyant les deux meilleurs buteurs des dernières années quitter le championnat. Ah, c'est intéressant. J'ai bien hâte de voir qui va sortir du lot la saison prochaine, qui seront les futures vedettes. Moi, je continue de militer un petit peu pour que Jonathan David, s'il est transféré de Lille, vienne en Allemagne, même si les rumeurs l'envoient en Angleterre. Ça pourrait être intéressant de le voir en Allemagne. Je pense que c'est un bon joueur, puis il serait bien dans ce circuit pour continuer sa progression. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus, même si j'ai l'impression de me répéter. David a parlé tantôt de Schalke 04 dans sa réponse. Eh bien, on y vient à ce sujet. C'est l'arrivée, plutôt le retour de Schalke 04 et du Werder Bremen en première division après avoir magistralement planté la saison dernière et bien effectivement avoir été relégué en deuxième division. Il y a une réalité qui frappe certaines équipes parfois qui sont légendaires, qui est un peu connu. On le voit notamment en France avec Bordeaux, entre autres, et peut-être Saint-Étienne. Mais toujours est-il que, bon, maintenant qu'on sait qu'Hambourg, qui a fini 3e, a échoué en barrage contre l'Hertha Berlin, ça veut dire que parmi les nouveaux venus qui vont remplacer Grutterfurt, qui a terminé dernier, et ensuite l'autre club relégué, qui est l'Arminia Bielefeld, qui malheureusement, après 2 saisons, retourne en seconde division. Ben, c'est le retour donc de ces deux anciennes grosses cylindrées de la Bundesliga au début des années 2000, Schalke 04 et le Werder Bremen. Ce qui m'amène à cette question, est-ce que c'est un retour qui est solide pour vous ou bien c'est un écran de fumée? Je sais que c'est un peu, comment dire, un peu trop, je m'avance un peu trop avec cette question parce qu'on ne sait pas de quoi le mercato sera fait. Quel joueur va arriver, va partir au sein de ces deux formations. Mais je pose quand même la question, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de solide qui se dessine avec le retour de ces deux formations en Bundesliga? David, qu'est-ce que tu en penses? Je vois une différence quand même importante entre les deux, c'est qu'il y a eu peut-être, même si le distinguo est un peu simpliste, il y a eu peut-être d'un côté une équipe sans grande vedette, sans grand joueur plus, quoique en regardant bien, on pourrait peut-être en trouver, ça serait le Werder Bremen, donc qui est remonté avec un entraîneur peu réputé, peu connu, qui a fait un très bon travail et dont on connaît la qualité du travail, mais qui n'est pas un entraîneur connu, au moins en Europe. Et puis, un effectif à l'avenant. Et puis, de l'autre côté, à Schalke, j'ai mentionné Terreau 2, évidemment, mais si vous regardez bien le 11 de départ de Schalke, le 11 régulier de départ de Schalke, il y a quand même là-dedans 3, 4, 5 joueurs qui pourraient être des joueurs de Bundesliga qui ne dépareilleraient pas au moment où Schalke s'apprête à monter. Et maintenant, il va falloir que le reste de l'effectif se mette aussi à la hauteur de ce statut-là. Mais c'est un petit peu la différence que je ferai entre les deux pour cette saison. C'est-à-dire un Werder qui est monté peut-être avec son esprit collectif, et puis un Schalke qui a profité peut-être un peu plus de quelques individualités au premier rang de la machine à but Terreau 2, dont je ne cesserai de louer les qualités. Et donc, pour en arriver à ta question, Mathieu, on peut imaginer qu'une équipe avec un bon collectif soit mieux armée pour affronter la D1 qu'une équipe avec des individualités, parce qu'on ne sait pas si ces individualités vont, là encore, se remettre au niveau, à l'étiage de la Bundesliga. Parce qu'on a quand même de très très bons exemples récemment. Hein. On a Bochum, on a l'Union Berlin, on a d'autres clubs aussi qui ont réussi à se maintenir grâce essentiellement à leur qualité de corps, à leur esprit de corps, à leur esprit collectif. Évidemment, il y a aussi le contre-exemple Greuther Fürth, mais Greuther Fürth avait conscience en accédant à la première division que logiquement, le club allait redescendre une année plus tard parce qu'on n'avait pas les moyens sportifs pour se maintenir. Greuther Fürth, c'était insuffisant. Il n'y avait pas de miracle possible. Voilà, mais donc, on peut imaginer que le Werder soit un petit peu mieux armé peut-être que Schalke, notamment et aussi parce que Schalke, c'est quand même les tremblements de terre permanents. Hein. Depuis quelques années, on a réalisé de très bonnes moitiés de saison, puis après on s'est effondré. On a eu un entraîneur qui a réussi, puis après qui s'est effondré. Il y a eu des problèmes financiers, il y a eu des problèmes extrasportifs avec les dirigeants de Schalke. Donc on est prudent par rapport à la capacité de Schalke à se remettre un peu à niveau de manière constante. Voilà. C'est difficile de savoir parce que tu as raison, Mathieu, on va devoir laisser passer les semaines qui viennent pour voir un peu s'il y a du renfort, pour voir aussi à quel niveau on pourrait s'installer.
Ça peut lutter avec Augsbourg, ça peut lutter avec Stuttgart, ça peut lutter avec des équipes de la du troisième tiers du tableau. On peut imaginer que ces clubs qui ont une énorme culture de Bundesliga soient capables de trouver les ingrédients pour se maintenir en fin de saison prochaine. Mais encore une fois, je suis très prudent et très modeste par rapport à cette analyse. Et Anthony, de ton côté, c'est du sérieux ou pétard mouillé le retour de Schalke 04 et du Werder Bremen? Je sais, comme vous l'avez évoqué, messieurs, je pense que c'est difficile de se prononcer en ce moment parce qu'on est au début du mercato. Il y a pas, on n'a pas vraiment d'idée sur. Parce qu'il y a des joueurs dans les deux clubs qui sont des joueurs qui ont fait la différence, qui sont seulement prêtés aussi. Hein. Je pense au jeune Rodrigo Salazar à Schalke qui a fait une excellente saison, mais qui est en prêt de l'Eintracht Francfort. Donc, il y a des joueurs un peu comme lui qui, on va devoir prendre la décision. Est-ce qu'on redemande un prêt? Est-ce qu'on essaie d'avoir une option d'achat? Est-ce qu'on active l'option d'achat qui est disponible si elle est disponible? Donc, il y a un paquet de choses qu'il va falloir gérer pour essayer justement de garder un collectif en place parce qu'on a réussi à monter avec un noyau de joueurs de la deuxième à la première division. Ça serait intéressant de garder un certain collectif, une certaine cohésion dans ce groupe de joueurs-là. Pour peu importe le club, là, que ce soit le Werder ou que ce soit Schalke. Je pense que on parlait de tradition de Bundesliga, des grands, on sait que Schalke et le Werder, c'est deux anciens géants de la Bundesliga. Peut-être un petit peu plus Schalke parce on sait qu'on a les 7 titres, on a des titres en Coupe d'Allemagne, en Coupe d'Europe aussi. Je pense que s'il y a un projet sportif qui a plus de chances d'être viable à long terme, ça serait peut-être Schalke. Il nous a habitués dans les dernières années, à part la saison de misère qui a mené à leur relégation, à des performances quand même respectables, moins fluctuantes que celles du Werder. Je pense que je l'avais évoqué l'an dernier lorsqu'ils ont été relégués. Je pense que la meilleure chose qui pouvait arriver à ce club-là, avec toute l'instabilité, avec toutes les allégations de corruption, de mauvaise gestion, etc., avec tout ce qui est arrivé dans ce club-là à Schalke, je pense que c'était une des meilleures choses qui pouvait leur arriver, de redescendre en deuxième division, de faire un reset, comme on dit, puis de faire sauter les gens qui étaient peut-être qui ne devaient pas être à certains endroits, changer la direction, changer certaines personnes dans le staff, faire un virement jeunesse aussi, parce que c'est ce qu'on a fait. On a fait monter des jeunes de l'académie, on leur a donné des minutes de jeu conséquentes. Je pense que Schalke a vraiment compris la recette pour non seulement remonter en première division, mais aussi avoir une certaine stabilité puis quelque chose qui est viable à long terme. C'est-à-dire avoir un projet de jeu, un projet sportif, aussi un projet financier, hein, ce qui est quand même important parce qu'on a changé des gens qui étaient à des postes de gestion qui avaient peut-être plus ou moins bien fait leur travail. Puis on est allé chercher des jeunes joueurs à des postes clés pour avoir des options pour les années à venir. Donc je pense que pour le Werder, ça va être peut-être plus compliqué parce qu'on a moins l'aspect financier est peut-être moins puissant qu'à Schalke, quoique dans les dernières années, à Schalke, ça a été plus compliqué, comme je l'ai mentionné. Mais je pense que Schalke, vraiment, parmi les deux clubs, je pense que si on me demande en ce moment, Schalke a les meilleurs outils pour demeurer en première division l'année prochaine. Mais ça reste à voir. Ça reste à voir et je vous promets que pour la saison prochaine, la question va se reposer à l'aube de la prochaine saison parce que là, on verra ce que le mercato va apporter à ces deux formations. Dernier sujet pour terminer l'émission, on va parler de la Bundesliga féminine, la Frauen-Bundesliga, comme on dit en Allemagne. Wolfsburg a récupéré son titre de championne après l'avoir perdu aux dépens du Bayern Munich l'an dernier. Wolfsburg, qui est une des équipes féminines dominantes, mais qui a été éliminée en demi-finale de la Ligue des champions en Europe. Et Francfort, qui termine troisième. Globalement, Munich, Francfort et Wolfsburg, ce sont vraiment les fers de lance de ce championnat féminin en Allemagne. Ce sont les trois meilleures formations de façon régulière, si je puis dire. En passant avec ce titre, Wolfsburg a rejoint Francfort pour le nombre de titres au total en tant que championne d'Allemagne avec 7. Je le souligne comme ça. Toutefois, quand on regarde l'évolution de la situation, on voit que le football féminin progresse de plus en plus mondialement et en particulier en Europe. Et surtout, on l'a vu en Espagne avec le FC Barcelone, l'équipe féminine qui connaît une progression phénoménale depuis 2019. Et qui a été championne de la Ligue des champions donc l'année dernière, mais qui s'est inclinée en finale contre l'Olympique lyonnais, qui arrive à maintenir une stabilité en termes de championnes européennes malgré
toutes ces améliorations. Le nombre de femmes qui jouent dans ce sport augmente. On sent que le pouvoir d'attraction est de plus en plus grand. Et j'ai envie de savoir, est-ce que vous croyez que le football féminin en Allemagne s'en va dans la bonne direction pendant qu'il est mondialement en progression ailleurs? Est-ce qu'on va arriver à se maintenir, à conserver le même niveau au point où ça va même continuer de rejaillir sur la sélection nationale allemande, qui est quand même au niveau du football féminin assez intéressante, voire pour l'instant dans le haut du panier? Mais quand on regarde la progression des autres, est-ce qu'on ne craint pas à un moment donné d'être à la remorque à un moment donné, ou si il y a une progression naturelle et qu'il n'y a rien à craindre de ce côté? David, j'aimerais t'entendre là-dessus pour conclure l'émission. Ah, la vraie question, là. C'est une vraie question. On n'a pas souvent parlé du football féminin et on nous le demande, alors il faut qu'on en parle. Et moi, j'aime le football féminin d'une certaine façon. Je vais voir des femmes jouer dans mon coin aussi, au niveau amateur et professionnel. Il y a des questions qui se posent par rapport à ça au Canada aussi. Mais là, on parle de l'Allemagne. Alors, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Alors, le temps où les quelques clubs scandinaves et les clubs allemands et les sélections que je viens de citer dominaient, il est passé. Il y a eu effectivement un empilement de titres de championne d'Europe pour les Allemandes à une certaine époque, des Coupes du Monde aussi où ça marchait bien, et puis les clubs scandinaves, on se souvient aussi qu'ils venaient gagner le titre européen. Ce temps est passé. Bon, donc ça, c'est un handicap. Un avantage, c'est que les Allemands continuent d'avoir confiance en leur championnat, très confiance. Ça, c'est un avantage, parce qu'évidemment, c'est bien d'avoir confiance en soi. Et entre les deux, il y a effectivement un bouillonnement qu'il ne faut pas négliger. Je commentais pour Radio France la finale de la Coupe d'Europe entre Lyon et Barcelone. Alors, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est Lyon était largement supérieur et on peut imaginer que ce match-là soit à l'image du football féminin encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quand même un manque de compétitivité encore, c'est-à-dire que vous n'avez pas 20 clubs en Allemagne, 20 clubs en Espagne, 20 clubs en Italie, 20 clubs en France et 20 clubs en Angleterre qui soient capables de rivaliser les uns avec les autres. Ça, c'est une certitude, on n'en est pas là du tout. Mais vous avez l'autre façon de voir qui consiste à dire qu'effectivement, Barcelone est maintenant arrivé au top quasiment, puisqu'elles étaient titrées la saison dernière, souvenez-vous. La Juventus, les filles de la Juve ont été honorées il y a une dizaine de jours, alors que les joueurs, les messieurs, allaient jouer leur dernier match de championnat à la maison. Elles ont été honorées dans le grand stade de la Juve et le public était clairement intéressé, était clairement curieux, était clairement partisan d'en voir plus. Donc on peut imaginer qu'il y ait peut-être une ou deux ou trois locomotives en Italie aussi qui suivent le rythme. C'est vrai pour l'Espagne. L'Angleterre s'y est mise aussi évidemment. Chelsea en particulier. Donc oui, il va y avoir une compétitivité, un besoin de compétitivité plus grand parce que la concurrence est de plus en plus grande. Mais je suis quand même globalement confiant pour des clubs comme Francfort, pour des clubs comme le Bayern et pour des clubs comme Wolfsburg, qui ont une culture, qui ont de l'avance sur leur institution et qui sont bien installés, même si on n'alignera jamais 20 millions d'euros par an, enfin jamais, pas tout de suite, 20 millions d'euros par an pour une joueuse au Bayern, à Wolfsburg ou à Francfort. Malgré ça, je pense que ces trois clubs-là, et peut-être quelques-uns en plus, parmi les anciens, peut-être Potsdam et quelques autres, peuvent rivaliser et peuvent faire de belles choses en Europe. Donc, réponse un petit peu au milieu du gué par rapport à ta question, Mathieu. Il y a une concurrence beaucoup plus forte qu'il y a 15 ans, mais il y a quand même des clubs allemands qui sont confiants, qui sont sûrs de leur force, qui ont de très bonnes joueuses, de très bons effectifs et de très bons savoir-faire. On peut avoir un bon espoir que ces clubs-là, 2, 3, 4 peut-être d'entre eux, rivalisent parmi les tout meilleurs en Europe pour le court et le moyen terme. Et on va laisser parler la jeunesse pour conclure sur ce sujet, puisqu'on parle de modernité. Mais on voit qu'il y a une progression, hein, Anthony, en termes de football féminin. On a eu des records d'assistance, notamment à Barcelone, qui ont été très marquantes, avec plus de 90 000 personnes. Donc, maintenant, on sait qu'il y a un pouvoir d'attraction du football féminin. Ce n'est pas quelque chose qui est juste événementiel ou ponctuel lorsqu'arrivent des compétitions internationales ici et là. Il y a vraiment quelque chose, le football de club se développe. Qu'est-ce que tu penses de la situation en Allemagne par rapport au football féminin? J'ai hâte d'entendre ta réponse à ton tour. Ben, en Allemagne, en tout cas, ce que je peux en dire, c'est qu'on a vu une belle chose l'an passé. C'est le Borussia Dortmund qui a procédé à la création de son premier club fémin. Évidemment, le fan numéro 1 de Dortmund ne pouvait pas... J'y vais dans mon champ de connaissances. Donc, mais c'est une bonne nouvelle, tu as raison. Malgré qu'on ait commencé en 7e division,
c'est un pas de plus dans la bonne direction. Je veux dire, c'était quand même assez spécial de voir qu'un grand club comme le Borussia Dortmund n'avait pas encore de club féminin, n'avait pas débloqué de budget pour ça ou n'avait pas jugé que c'était intéressant. On voit justement avec ces grands clubs-là qui commencent à adopter des divisions féminines puis à mettre de l'argent dans les divisions féminines, on voit justement que l'intérêt pour le football féminin, pas juste en Allemagne, mais partout dans le monde, est en hausse. Puis on le voit aussi à travers le football international. Si on regarde la sélection américaine, par exemple, qui cette semaine a annoncé officiellement qu'on allait avoir la même paye du côté des hommes que des femmes, ça veut dire qu'au niveau des mentalités, il y a une progression. Je veux dire, on est conscient que peut-être que historiquement, le football féminin n'a pas eu le même pouvoir d'attraction puis d'auditoire que le football masculin, mais c'est des choses qui sont en train de changer. Il y a une progression à ce niveau-là. Il y a plus d'argent qui est mise non seulement pour le salaire des joueurs, parce que ça, c'est une chose. D'année en année, on brise les records. Il y a des nouveaux contrats qui sont signés. Puis on voit que c'est je ne me rappelle plus c'est quelle joueuse, mais il y a une joueuse en France qui a brisé le record du plus gros salaire pour une joueuse. Donc, si d'année en année, on met de plus en plus d'argent, puis les droits de télévision sont plus chers, puis on réussit à aller chercher un public plus large, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le football féminin. Pas seulement en Allemagne, c'est ça. Donc, je pense qu'en général, le football féminin est en pleine montée à l'international. C'est une très bonne nouvelle. C'est sur ces belles paroles positives que cette émission et cette nouvelle saison de Casa Foot, la 3e, prend fin, mais avec le sourire aux lèvres. Je souligne encore une fois, messieurs, que c'est toujours un réel plaisir de partager cette passion du football allemand avec vous. Et j'ai bien hâte de vous retrouver au mois d'août l'an prochain pour une 4e saison et qu'on va garder la formule mensuelle. Comme ça nous permettra de nous ajuster en fonction de nos autres occupations. Mais aussi, je trouve que ce format-là nous a permis de couvrir sous un autre angle le football allemand que juste l'aspect hebdomadaire et les analyses match après match. On a pu aller au fond des choses, on a pu parler d'enjeux qu'on ne pouvait pas parler avant. Et moi, je trouve ça très, très intéressant. Et en particulier, comme ça, lorsqu'on commence à sortir d'une période de pandémie, c'est toujours positif de pouvoir échanger avec vous à ce titre. Et encore une fois, je vous remercie infiniment de votre participation et surtout de votre générosité. Pour nos auditeurs passionnés, je rebondis tout de suite, Mathieu, évidemment, suivre la Ligue des Nations, parce que la sélection, l'équipe masculine allemande doit se préparer pour le mondial, doit se préparer aussi pour son championnat d'Europe 2024. Donc cet été, restez actifs et restez à l'écoute, évidemment. Et on y reviendra au mois d'août, voir les résultats, comment ça s'est passé cet été. Je laisse le mot de la fin, Anthony, maintenant. Oui, il y a la Ligue des Nations qui s'en vient avec la Mannschaft, mais il y a aussi le mercato qu'il va falloir suivre, parce qu'on en a parlé tout au long du reportage, tout au long de l'émission. Il y a des renforts qui vont venir dans les clubs, donc puis il y a certains clubs qui en ont plus besoin que d'autres, donc à certains postes clés. Donc le mercato va être très animé cet été, comme d'habitude en Allemagne. Est-ce qu'on va avoir d'autres changements d'entraîneurs dans certains clubs? Ça reste à voir, c'est fort possible. L'Allemagne nous habitue à ça, donc très belle saison encore une fois, messieurs, puis bien content d'avoir pu échanger avec vous tout au long de ce championnat. Oui, passez un bel été au soleil en attendant. Revenez-nous bronzer au mois d'août. C'est tout ce que j'ai à rajouter. Je rappelle juste pour nos auditeurs et nos auditrices que cette émission est diffusée via YouTube pour ce qui est du mode vidéo, mais vous pouvez la réécouter en podcast via les ondes de Spreaker, Spotify, iTunes, Google Art Radio, Deezer et d'autres plateformes via le compte du Cannes Football Club Plus que je remercie pour héberger ce podcast et cette émission. C'est donc avec plaisir que je vous souhaite au nom de mes amis consultants David et Anthony, un très bel été. Mathieu Lemay, votre animateur, vous souhaite donc de passer du bon temps au soleil et on se retrouvera avec plaisir au mois d'août à l'aube de la prochaine saison Bundesliga qui va être intéressante, surtout avec la Coupe du Monde qui va se profiler au mois de novembre et décembre au Qatar. À quel point ça aura un impact sur le football en club, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, on se retrouve donc la saison prochaine. D'ici là, portez-vous bien et on se dit donc à très bientôt.